Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le stockage des documents numériques. Donc, cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Familizen, Adaptia, Travelage et Destination Multimédia. On remercie nos financeurs qui sont la conférence des financeurs de l'Essonne et la CNSA. Donc, merci beaucoup de leur part de nous faire confiance et de nous permettre aujourd'hui de faire ces visioconférences. Donc, aujourd'hui, on parle du stockage des documents numériques. Et de mon côté, alors je vais me présenter rapidement. Je suis Gwendoline Cotrez. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai depuis le mars 2020, donc le premier confinement, organisé des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités sur différentes thématiques. Et on est en ce moment sur des visioconférences chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur movadump.eventbrite.com où vous pouvez également inscrire des amis, des proches. Il ne faut vraiment pas hésiter, sachant que sur les visioconférences, elles sont entièrement gratuites pour tous et elles sont accessibles également par téléphone. Donc, on a certaines personnes qui peuvent se connecter avec même un téléphone fixe. Donc, si vous avez des thématiques, si vous êtes aidant par exemple, et que vous avez des thématiques qui vous semblent intéressantes pour un proche, pour un ami, ou si vous êtes professionnel et vous avez aussi des thématiques qui vous semblent intéressantes pour un de vos bénéficiaires, n'hésitez surtout pas. Donc, j'organise aussi des conférences dans les communes, hein, notamment pendant la semaine bleue. Je vais tourner un petit peu, et Pascal aussi d'ailleurs. Donc, Pascal dans l'Allier et moi de mon côté. Dans la région parisienne, on va beaucoup tourner, donc vous serez peut-être amené à nous voir en vrai, en chair et en os, ce qui va faire du bien, hein, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, bah, écoute Pascal, je te laisse prendre la main, te présenter et très bonne visioconférence à tous. Merci Gwendoline. Donc moi je suis Pascal Massias, donc comme l'a dit Gwendoline, je suis basé dans l'Allier, à côté de Vichy. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier et je fais également des petits déménagements. Donc j'ai une mission cet après-midi là pour une dame qui rentre en résidence senior, un accompagnement et le déménagement d'un petit volume. Je fais également des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier. Et je fais aussi des visioconférences pour Gwendoline. Donc vous pouvez me contacter sur l'adresse mail massias.pascal@movadom.com et puis vous inscrire effectivement sur nos prochaines visioconférences sur movadom.eventbrite.com. Donc on va démarrer la visioconférence par un petit quiz habituel. C'est-à-dire on va vous poser des questions. Si vous répondez oui, vous comptez 1 point. Et puis on fera le total à la fin. Donc, première question, c'est vos documents sont stockés sur votre ordinateur uniquement. C'est-à-dire que les documents que vous recevez par mail ou de vos fournisseurs d'électricité ou de téléphone, vous les recevez sur votre ordinateur et ils restent tout le temps sur votre ordinateur, vous ne les imprimez pas. Donc, si c'est votre cas, vous comptez 1 point. Seconde question, bien, tous ces documents qui sont sur votre ordinateur, des fois, vous avez du mal à les retrouver. Parce que vous savez plus dans quel dossier vous les avez mis, vous savez plus l'assurance maison, si vous l'avez mis dans le dossier assurance, si vous l'avez mis dans le dossier maison, si vous l'avez mis dans un autre dossier, dans le dossier téléchargement. Donc si vous avez du mal à retrouver les documents quand vous en avez besoin, vous comptez à nouveau 1 point. Ensuite, vous utilisez souvent le même mot de passe parce que c'est compliqué d'avoir un mot de passe différent pour chaque service. Donc vous utilisez souvent le même mot de passe pour pas le perdre, pour pas vous l'oublier. Et donc, si c'est votre cas, vous comptez également 1 point. Et puis, il y a des services que vous n'utilisez plus parce que vous avez perdu le mot de passe et que vous ne savez pas comment faire pour vous le retrouver. Vous l'avez noté dans un carnet, mais il ne fonctionne plus. Vous avez dû le changer à un moment. Donc, si c'est votre cas également, vous comptez à nouveau 1 point. Et ensuite, vous faites le total du nombre de points, puis vous pouvez le marquer dans le chat pour nous en informer. Donc Patrick a 1 point,
Moi, j'en ai déjà 2. Tout à l'heure, je cherchais un document, je ne savais plus où je l'avais mis. Deux points pour Jean. Un point ou 2 points, vous n'êtes pas obligé de faire du tri de vos documents numériques. Au-delà, ça commence à être important. Après, tout dépend, hein. Moi, je vois que j'ai que 2 points parce que j'ai perdu certains mots de passe parce que j'ai fait beaucoup de tests pour des services numériques. Donc, à chaque fois, j'utilise un nouveau mot de passe. En fait, c'est juste que ces services-là, je m'en sers plus parce que je n'en ai plus l'utilité. Et donc ça, c'est pas très important. Par contre, retrouver certains documents, notamment professionnels, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, je fais régulièrement du tri dans mes documents numériques. Alors, Claire, si vous ne voyez pas l'enquête, il faut peut-être cliquer sur la slide, double-cliquer sur la slide qui doit être en haut ou en bas, suivant la version que vous avez. Vous devez avoir la tête de l'un de nous deux en grand. Vous voyez pas les diapos, dans ce cas-là, je vous conseille de vous déconnecter, reconnecter. C'est ce que j'ai conseillé à Baya tout à l'heure et c'est vrai que ça marche plutôt bien en général. Aussi. Donc, je vais vous présenter les différentes solutions de stockage numérique. Alors, on va vous parler des plus importantes et des plus simples, sachant qu'il en existe des milliers, des centaines, des milliers, je ne sais pas exactement, mais chaque société qui se lance dans le numérique crée un peu sa propre solution de stockage. Alors, pourquoi avoir une solution de stockage numérique? Parce que vous avez des solutions de stockage physiques, donc qui sont des clés USB, des disques durs externes ou simplement le disque dur de votre ordinateur ou la mémoire de votre téléphone portable. Sachez que ces stockages physiques comportent un certain risque, c'est-à-dire il y a des erreurs humaines. Vous pouvez accidentellement supprimer des fichiers et parfois on a du mal à les retrouver. Ça peut être une cause accidentelle aussi. Peut y avoir là actuellement dans l'Allier, on a des orages, donc j'espère que ça va se calmer et qu'il n'y aura pas de problème. Mais un ordinateur qui est branché pendant un orage, si la foudre tombe pas très loin, ça peut faire des chocs électriques et ça peut fusiller complètement un ordinateur. Les ordinateurs peuvent aussi tomber en panne. Et là, c'est compliqué certaines fois de récupérer le contenu du disque dur. Et puis, les téléphones portables ou les disques durs externes peuvent être victimes de chutes. Et dans ces cas-là aussi, ça peut abîmer le matériel physique et vous faire perdre les données qui sont écrites dessus. Vous pouvez avoir des risques de malveillance, c'est-à-dire des actes de piratage ou de sabotage. Alors là, c'est beaucoup plus rare, mais sachez que simplement une personne peut venir chez vous mettre une clé USB dans votre ordinateur et quand vous allez allumer l'ordinateur, ça va démarrer sur cette clé USB et ça peut détruire tout ce qui se trouve sur votre ordinateur. Les actes de piratage, souvent, c'est vous recevez des mails, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, Gwendoline, avec des liens pour récupérer des informations. Vous pensez que c'est le mail de votre banque qui vous demande d'accéder à son site internet pour faire une mise à jour. Et en fait, ça vous renvoie sur un site d'un pirate qui arrive à récupérer certaines de vos données et qui peut éventuellement avoir accès à votre ordinateur à distance et détruire votre ordinateur, enfin le contenu de votre ordinateur. Et puis il y a tout simplement ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est le vieillissement du matériel. Vous avez des matériels qui sont faits pour durer un certain temps et des fois on a des disques durs. Moi, souvent je récupère des clés USB chez des clients, je vais vous en montrer une. Voilà, celle-là, elle a au moins 10 ans. Quand je l'ai mise dessus, ça a reconnu et puis quand j'ai ouvert un fichier, elle était plus reconnue et plus rien ne fonctionnait. Voilà. Donc, pour toutes ces solutions-là, il existe un stockage numérique qui s'appelle le cloud. Le cloud, en anglais, ça veut dire nuage. Donc, en fait, c'est une représentation du stockage en ligne qui est virtuel.
Et donc, à ce cloud, on peut y accéder par différents moyens. Donc, on peut avoir un ordinateur, donc un PC ou un Mac qui est connecté par Internet à ce cloud. On peut avoir des disques durs qui sont connectés directement au Wi-Fi et qui vont communiquer avec le cloud. Les téléphones, les MP3, les lecteurs MP3 ou les tablettes, et puis des serveurs aussi. Alors les serveurs, ce sont des gros ordinateurs sans écran qui servent de zone de stockage. Et le cloud, en fait, c'est un ensemble de serveurs qui sont là pour enregistrer vos données, souvent en plusieurs exemplaires, c'est-à-dire en 2 ou 3 exemplaires, ce qu'on appelle en redondance, pour si jamais il y a un serveur qui tombe en panne, vous puissiez quand même avoir accès à vos données. C'est des choses qui se mettent à jour automatiquement. Généralement, le cloud, les gros serveurs sont dans des usines. Alors en France, il y en a plusieurs. Généralement, c'est très secret, on ne sait jamais où c'est. Moi, je sais qu'il y a une société qui gère du cloud, qui stocke ça dans un ancien fort Vauban. Donc un truc militaire très très épais, avec des murs très très épais, très sécurisés, et où l'intérieur a été complètement transformé avec des serveurs et des climatiseurs pour refroidir tout ça. Parce qu'en fait, le serveur qui tourne en permanence pour que vous ayez accès à vos données, quel que soit l'endroit où vous soyez, ça chauffe et il faut de l'énergie pour refroidir. Donc ça, effectivement, le cloud, c'est pas très très écologique. C'est bien de stocker ces documents numériques, mais il faut aussi les trier. Donc, on va parler des différentes applications de stockage de données en ligne. Donc, les plus connues sont Google Drive, qui appartient à l'entreprise Google, qui est, dès que vous ouvrez un compte Google, vous avez un compte Google Drive qui s'ouvre et Google vous propose automatiquement de sauvegarder vos mails, de sauvegarder vos photos de votre téléphone portable sur ce Drive. Vous avez OneDrive, qui est la même chose, qui est la solution de Microsoft. J'ai vu maintenant avec la dernière version de Windows, automatiquement, il installe OneDrive et il propose de créer un compte pour stocker vos données sur ses serveurs. Vous avez pour ce qui est Mac, pour ce qui est Apple, le iCloud Drive, qui est la même chose que OneDrive, mais sur les ordinateurs Apple. Et puis, vous avez des solutions privées telles que Dropbox. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée là-dedans, qui fait uniquement du stockage. Et puis, vous en avez d'autres. Vous avez une entreprise française, faut le saluer, qui est Digipost. Donc, c'est une solution numérique de la Poste qui vous propose un espace sécurisé pour stocker vos documents avec des outils intéressants, puisque alors c'est plus pour j'allais dire les personnes qui travaillent encore, mais ça marche aussi pour les retraités. Les documents que vous recevez par mail, tels que vos bulletins de salaire, vos fiches de pension, tout ça peut être automatiquement retransmis dans le coffre-fort numérique de Digipost. Toutes ces solutions ont un espace de stockage gratuit. Et puis, si vous en voulez plus, là, il faut payer. Donc, il y a différents tarifs. Je vous conseille d'aller voir directement, puisque en fonction de votre besoin, vous pouvez avoir besoin de très peu d'espace et la solution de Digipost va vous suffire parce que l'interface aussi vous plaît. C'est vraiment une relation avec le site internet et l'interface qui va faire il faut que vous vous sentiez à l'aise pour l'utiliser. Donc ensuite, je vais vous parler de Dropbox parce que c'est une solution que j'utilise et que je connais bien. Toutes les solutions sont à peu près équivalentes. Alors non, faut pas avoir. En fait, pour Marion, faut-il avoir un compte à la Poste pour créer un compte Digipost? En fait, c'est lié. Vous créez un compte à la Poste et vous avez accès à un espace Digipost. C'est le même login et même mot de passe qui se connectent. Donc, si vous créez juste un compte sur Digipost, vous avez un compte à la Poste. Si vous créez un compte à la Poste, vous avez un compte Digipost. Alors, aucune des solutions n'est sûre à 200%, ça c'est sûr. J'ai lu un article très intéressant hier sur les éruptions solaires.
Et en fait, les éruptions solaires vont être de plus en plus nombreuses et les éruptions solaires peuvent perturber tous les documents électriques et on pourrait se retrouver pendant plusieurs mois sans Internet, sans avoir accès à Internet. Puisqu'en fait, Internet, c'est pas de la magie, hein, ça fonctionne avec des lignes téléphoniques, avec des boîtiers électroniques qui répètent les signaux pour franchir des distances de plus en plus grandes. Donc, si ces boîtiers tombent en panne, alors il y a aussi, là, je vais réutiliser le même mot, il y a des circuits de redondance, mais s'il y a suffisamment de répéteurs et de boîtiers qui tombent en panne en même temps, on peut être coupé d'Internet sur une partie de la planète pendant un certain temps. On a beaucoup de câbles sous-marins qui passent sous l'océan avec ces petits boîtiers de répétition pour amplifier le signal. Si ce sont ces boîtiers-là qui sont au fond de l'océan qui tombent en panne, ça va être très long pour aller les réparer, puisqu'en fait, il faut descendre à plusieurs milliers de kilomètres sous l'eau. Donc, non, c'est pas sûr à 200%, puisqu'en fait, s'il y a une coupure d'Internet, vous n'avez plus accès à rien. Voilà. Et puis, ce qui est important, alors les serveurs de Digipost, je suppose qu'ils sont en France. J'en ai pas la certitude, mais connaissant la Poste, oui, je suppose qu'ils sont en France. Il y a un autre accès de la sécurité, c'est le mot de passe, on en parlera tout à l'heure. Si vous utilisez les mots de passe les plus courants, là, c'est sûr que vous avez des chances de vous faire pirater, de faire accéder que les gens aient accès à vos serveurs et changent le mot de passe et que vous n'ayez plus accès derrière à tout ça. Donc, on va revenir à l'exemple de Dropbox. Donc, vous allez sur le site de Dropbox, qui est dropbox.com. Vous arrivez sur cette page-là. Donc, vous avez plusieurs niveaux de compte. Donc là, on va partir sur le compte basique, qui est gratuit, qui vous donne accès à 2 gigas de stockage de données gratuits. 2 gigas, ça fait quand même quelques documents. On en parlait avec Estelle. 1 an de facture EDF, ça fait 6 mégas, je crois. Donc, c'est très peu par rapport à ces 2 gigas. Après, si vous stockez des photos, là, effectivement, ça va très, très vite. Merci, Gwendoline, pour ta réponse. A priori, les serveurs sont en France. Très rapide. Effectivement, a priori, ça a l'air assez sécurisé, hein. Donc, bon. Mais j'ai mis le lien et ils expliquent bien. C'est vrai que c'est assez carré pour le coup. Ouais. Alors, c'est comme il y a des normes hein, qui existent, des normes de sécurité. C'est un peu comme si vous avez accès à vos comptes bancaires en ligne, c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès à ces comptes bancaires en ligne. Il faut avoir un téléphone portable ou un mail. Il faut avoir un ou plusieurs mots de passe. Et une fois que vous vous connectez, on vous envoie sur votre application téléphonique numérique un code à rentrer que vous recevez par SMS souvent. Voilà, c'est plusieurs opérations. Dropbox le fait aussi. Après, c'est plus quand vous utilisez un nouvel appareil qui vous demande un code de confirmation. Et après, vous pouvez enregistrer votre ordinateur ou votre téléphone en disant, voilà, ça c'est mon téléphone. Et effectivement, je veux qu'à chaque fois, je sois reconnu. Mais sachez qu'au bout d'un certain temps, alors il n'y a pas encore de normes définies là-dessus, mais souvent c'est quelques semaines. Au bout de plusieurs semaines, on vous redemande à nouveau un code pour vérifier que c'est bien vous qui avez accès à votre compte. Donc, simplement pour Dropbox, vous cliquez sur le petit bouton « Inscrivez-vous gratuitement » et ensuite, on va vous demander quelques informations pour créer votre compte. Donc, on vous demande votre nom, votre prénom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom, votre vrai prénom. Vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est juste pour que vous puissiez être identifié. Ensuite, vous rentrez un email. Donc là, il faut que ce soit votre email auquel vous avez accès. Et vous créez un mot de passe. Et ensuite, vous cliquez sur le petit bouton « J'accepte les conditions d'utilisation de Dropbox » que vous pouvez lire ou pas. Ou alors, vous pouvez vous inscrire avec un compte Google. Souvent, on a un compte Google parce qu'on a une adresse Gmail ou différentes choses. Et beaucoup de services proposent de s'inscrire avec Google, voire des fois directement avec Facebook. Vous connectez à votre compte Facebook
et automatiquement, vous pouvez avoir accès à différents services. Donc ensuite, vous cliquez sur le petit bouton « Créer un compte ». Et ensuite, voilà, vous recevez un mail de confirmation vous disant que vous avez demandé à créer un compte Dropbox. Cliquez sur le lien dans le mail pour valider votre compte. Et puis, vous aurez un lien aussi, sûrement dans le mail, ou sur la page de Dropbox, pour pouvoir télécharger une application que vous installerez sur votre ordinateur. Donc, en fait, pour avoir accès à Dropbox, il y a plusieurs solutions. Donc, l'application que vous venez de télécharger, donc qui se met, je ne sais pas si vous voyez bien là, sur l'écran, dans votre barre des tâches en bas à droite, vous avez une petite boîte en carton, qui est une box. Donc, c'est le logo de Dropbox qui vous permet d'avoir accès à votre compte Dropbox et le contenu de votre compte Dropbox. Donc là, moi, je vous ai mis l'exemple que j'ai de mes dossiers. Donc, sur mon disque dur, sur mon ordinateur en physique, j'ai plusieurs dossiers. Donc, j'ai des dossiers mauvais homme allié, et anciennes données, banque, assurance, etc. Et puis, dans chacun de ces dossiers, je mets du contenu. Donc, là, j'ai un dossier perso avec des photos. Donc, j'ai mis tout un tas de dossiers. Chaque dossier contient des documents, des photos, etc. Donc, c'est une arborescence classique comme sur un ordinateur, sauf que tous ces dossiers-là qui sont sur mon ordinateur dans un dossier Dropbox sont également dans le cloud. Donc, chaque fois que j'utilise un dossier, que je modifie un document, que je crée un document, il se met à jour sur mon ordinateur et dans le cloud. Ce qui fait que je peux y accéder n'importe où avec la même application, soit avec l'application, soit avec un navigateur Internet. Donc voilà, là je vous mets un exemple de dossier. Donc c'est dans mon dossier perso, puisque je me sers de Dropbox en professionnel et en personnel. Donc j'ai un dossier du 25 octobre 2015 avec toutes les photos que j'ai fait ce jour-là, puisque c'était pour sûrement un anniversaire. Et je peux y accéder. Et je peux également partager ces dossiers auprès d'autres personnes. Donc on crée un lien de partage automatiquement. Voilà. En faisant un clic droit dessus, je fais partager et je renvoie je rentre une adresse mail et je mets un petit texte en disant ce que je veux. Donc là, j'ai écrit à françois@elysée.fr. Il faudrait que je mette à jour quand même un petit peu le slide. Donc là, j'ai... C'est vrai qu'effectivement, ça fait presque vintage, là. Ouais, c'est ça. Donc j'ai écrit Bonjour François, je veux partager mon album photo du 25 octobre avec toi, signé Julie. Et ensuite, je peux décider que François, eh ben, il peut afficher les photos ou alors il peut les modifier. C'est-à-dire qu'il peut supprimer certaines photos, il peut mettre un commentaire et il peut ajouter des photos ou les télécharger. Donc il peut les modifier. Si je lui mets uniquement afficher, il peut juste les regarder et les télécharger pour les mettre sur son ordinateur à lui. Et ensuite, je clique sur le lien partagé et François recevra un mail avec les infos pour recevoir, pour consulter mes photos. Donc ensuite, vous avez aussi l'option de l'explorateur de documents. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'application. Donc ça, c'est pour avoir accès depuis mon ordinateur. Donc j'ai le petit logo du fichier. Et je vais donc avoir plusieurs dossiers. Donc j'ai le dossier accès rapide, le dossier Dropbox, le dossier CPC, le dossier réseau. Ensuite, moi j'ai d'autres dossiers. Et donc vous cliquez sur Dropbox et vous avez accès à la même façon à tous les dossiers de votre ordinateur qui sont également sur le cloud. Ensuite, vous pouvez avoir accès à ces dossiers depuis le site internet. Donc, vous allez sur dropbox.com, vous faites me connecter, et là, vous avez donc en haut à droite, vous avez... alors, attends, j'ai vu une petite application l'autre jour sur Teams avec... on pouvait faire afficher le curseur, il me semble, pour que les gens puissent voir. Peut-être. Il y a des nouveautés, hein. J'avais vu ça
avant les vacances, à moins qu'il ait supprimé. Tac. Euh, Oui, l'idée, c'est que non. tu puisses nous montrer. En fait, ma souris apparaît et Ah je oui, peux vous super. montrer, mais là, je le D'accord. retrouve. Ah si, voilà, curseur, le voilà. Est-ce que vous Alors, voyez quelque chose? si on voit quelque Ça, chose. Non, ça change. mais on voit. Ah. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai cru voir passer quelque chose, mais je ne sais pas si c'est une poussière sur mon écran ou. C'est là où on se dit, faut nettoyer l'écran. C'est ça. Donc, en haut à droite, En haut à droite. sous l'image de mon compte, normalement, j'ai mis le curseur. Non, Non, on le ça voit ne pas. paraît Enfin, pas. j'ai l'impression qu'on le voit pas. Je te dis si on le voit un moment, mais là, pour l'instant. Ah si, ça marche. Alors Il là, est j'ai tout mis un rouge. pointeur laser. Voilà. Ah bah là, ça Le marche très pointeur bien. laser fonctionne. Voilà. Donc là, je suis connecté. Vous avez la photo de mon compte, la photo de mon profil. Et ensuite, je suis dans mes dossiers. Donc là, j'ai l'accueil et j'arrive à l'arborescence générale. Et puis, l'avantage des logiciels d'accès au cloud, enfin des sites, des plateformes de cloud, c'est qu'on peut récupérer des fichiers supprimés. Alors, suivant la formule que vous avez, suivant le logiciel, vous l'avez ou pas, et ça dure plus ou moins longtemps. Je sais que pour Dropbox, quand on a un compte payant, on peut récupérer des infos sur plusieurs mois, des documents qu'on a supprimés il y a plusieurs mois. Par contre, si c'est le compte gratuit, je crois que c'est que quelques jours ou peut-être 1 ou 2 semaines. Donc, comme sur l'application ou comme sur l'explorateur de fichiers, j'ai accès à Dropbox et à toute l'arborescence. Donc là, le dossier personnel, ensuite le dossier 25 octobre, et je peux remonter avec les flèches du navigateur pour revenir au dossier supplémentaire, au dossier précédent. Je peux également créer un nouveau dossier. Je peux importer directement un dossier qui se trouve sur mon ordinateur qui n'est pas sur Dropbox, importer tout le dossier, tous les documents directement. Ça va beaucoup plus rapidement que de le faire un par un. Et puis voilà, on peut faire tout un tas de choses et on peut avoir accès au partage de dossiers également. Alors, voilà, là je vous ai parlé de Dropbox. Pour les autres logiciels, l'utilisation est à peu près similaire. Moi j'aime bien Dropbox parce que j'ai l'habitude de l'interface, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Je me suis servi aussi de Digipost à un moment. C'est effectivement plus sympathique, plus coloré. Euh, Essayez, il y a des versions gratuites de chaque chose. Essayez et testez comment vous vous sentez à l'aise. Et choisissez la version aussi en fonction des besoins que vous avez en termes de stockage. Puisque peut-être que Digipost, avec la version gratuite, ça peut vous suffire. Et puis sinon, après, vous regardez les tarifs de chacun et vous comparez ce que vous avez besoin. Alors, pour ce qui est du stockage des données en ligne, il y a quand même des limites à ne pas mettre sur le cloud. Tout ce qui est données bancaires. Ne prenez pas de photos de votre carte de crédit pour la mettre sur le cloud pour la voir si vous êtes en déplacement à l'extérieur. Parce que si vous vous faites pirater, n'importe qui peut ensuite avoir accès à ces photos de votre carte de crédit. Tout ce qui est code de compte en ligne ou mot de passe ou code de sécurité, ça, oubliez aussi. Les mots de passe et les identifiants, ne les mettez pas non plus en ligne. Moi, souvent, ce que je retrouve chez les seniors que j'accompagne, c'est le carnet avec la liste des logins et des mots de passe pour les différents services. Et puis ça peut être utile aussi pour plus tard, le jour où vous n'êtes plus là, quand les enfants ou les petits-enfants se retrouvent avec votre ordinateur face à eux et qu'il faut dire à tout le monde que vous n'êtes plus de ce monde et qu'il y a des informations à supprimer, que Facebook, il faut supprimer le compte. Si on n'est pas titulaire du compte, ça peut être très très compliqué. Alors que si vous avez ce carnet avec tous ces mots de passe, c'est beaucoup plus simple pour prévenir tout le monde. Autre chose qu'il ne faut pas mettre sur le cloud, c'est le certificat de naissance, puisque là, on peut faire une usurpation d'identité.
Avec un certificat de naissance, on peut demander beaucoup de choses et, prendre votre place. Et après, c'est très compliqué de faire reconnaître ces erreurs. Tout ce qui est document d'identité, c'est un peu la même chose, il faut éviter. Et puis les données médicales. Faut éviter de mettre les données médicales puisque ce sont des informations sensibles et ce sont aussi des données qui se revendent très bien sur Internet pour des laboratoires ou différentes choses. Et puis éviter aussi les photos compromettantes. Les photos de votre sortie en scooter pour aller voir votre copine, faut éviter parce que imaginez si jamais c'était divulgué. Donc il y en a qui ont fait les frais. Marion, une question, quand on supprime les documents et les photos, cela reste stocké quelque part. Alors non, si vous les supprimez de votre ordinateur et que vous dites que vous voulez supprimer du cloud, c'est supprimé complètement du cloud pendant un certain temps, mais elles ne peuvent pas être utilisées sans votre accord non plus. C'est dans les conditions générales, ce que vous mettez dans ces choses-là, c'est comme si vous les mettiez à la banque en fait. Les données bancaires sont privées, mais effectivement, les gens peuvent vendre certaines de vos informations. Là, c'est pareil, tout dépend en fait des données que vous mettez. Quand vous mettez votre nom, votre prénom, votre mot de passe, votre adresse mail, ça peut être, suivant les services, ça peut être utilisé. Alors, sans votre accord, c'est plus vendu pour que vous receviez des pubs derrière. Mais sinon, non, tout ce que vous mettez, les documents que vous mettez, c'est crypté en fait. Même les gens de Dropbox n'ont pas accès à vos données ou les autres logiciels. C'est crypté en fait et c'est décrypté chez vous, sur votre application avec votre mot de passe. Donc ensuite, on va vous parler du classement numérique, puisque une fois qu'on a trouvé comment stocker ça en ligne, il faut quand même le classer. Parce que sinon on se retrouve avec une pile de dossiers un peu n'importe comment et on n'arrive pas à les retrouver. Donc quelques règles simples. Tu veux peut-être le faire, Gwendoline, ou je continue sur ma lancée? Comme tu préfères, là je suis à ta disposition. Allez, je continue. Super. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une arborescence avec un dossier personnel et ensuite un dossier avec les documents, les images, la musique, etc. Et puis dans les documents, vous refaites des sous-dossiers pour éviter d'avoir des documents en double. Donc vous faites les factures. Ensuite, dans les factures, vous faites facture d'électricité, facture de téléphone, facture des différents organismes. Et puis après, vous organisez comme vous avez l'habitude de vous organiser en version papier. L'idée, c'est vraiment de créer des dossiers généraux et ensuite des sous-dossiers pour se retrouver vraiment simplement et puis d'archiver tout ça sur le cloud après. Donc là, c'est pareil, vous choisissez vraiment les données qui vous importent pour les archiver et puis les règles de tri de durée de conservation des papiers sont les mêmes que pour les documents papier, pour les documents numériques. En fait, il y a une durée de conservation légale et puis au bout d'un moment, vous pouvez les supprimer, que ce soit la version papier ou que ce soit la version numérique. Quand vous avez aussi beaucoup de photos, généralement c'est les photos, vous avez la possibilité de renommer les fichiers. Ça fonctionne aussi pour les documents qu'on reçoit, les factures, parce que souvent c'est la numérotation du fournisseur d'électricité. On ne sait pas que c'est EDF, on ne sait pas que c'est le mois de septembre et on ne sait pas trop l'année. Donc vous avez la possibilité de renommer. En fait, vous choisissez le fichier, vous faites un clic droit et vous cliquez sur renommer et vous pouvez taper le nom de fichier que vous souhaitez. Alors, idéalement, pour avoir un classement par date, pour tout ce qui est facture, ou même pour ce qui est photo, pour les retrouver plus facilement, vous commencez le nom de fichier par la date et ensuite la description. Donc, par exemple, une facture du mois d'août d'EDF, vous mettez 08-2021-
EDF. Et puis pour les photos, vous mettez la même chose en inversant effectivement l'année pour retrouver plus facilement les dates pour qu'il y ait une hiérarchie. Et comme ça, quand vous tapez 2019 dans votre moteur de recherche, eh bien, automatiquement, vous retrouvez toutes les photos de 2019. Je te laisse faire le stockage des mots de passe. Sans problème. Allez. Prends la main. Hop. Touc. Donc, sur les mots de passe, c'est vrai qu'on l'a dit, bon, il y a le petit carnet, c'est une technique qui fonctionne bien, mais il y a d'autres solutions et puis on va les voir ensemble. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas seul hein, dans cette situation de mots de passe. On a tous la même problématique à se retrouver avec un nombre de mots de passe énorme, hein. Chaque organisme vous demande un mot de passe, même si, comme le disait Pascal tout à l'heure, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui vous proposent de vous connecter avec Google, Facebook, sur aussi tout ce qui est impôts administratifs de l'État, vous avez vos comptes France Connect. Donc ça, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà. C'est pareil, c'est un compte administratif qui permet de vous connecter un peu partout. Moi, j'ai mon compte Amélie, par exemple, donc de la CPAM, qui me permet de me connecter sur les impôts un peu partout. Donc c'est vraiment pratique. Ça Mais fonctionne également pour la Poste. Ah, ça fonctionne pour la Poste, Ouais, ce ouais. France Alors, Connect? y a Ok. pas beaucoup de services qui utilisent France Connect, mais ça va se développer, j'espère. Ouais, Mais ouais. effectivement, il y a Amélie, il y a les impôts et il y a la Poste. Hmm. Et puis, je crois qu'elle a aimé ça aussi. Ok. Ouais, je pense qu'il y a, enfin, c'est plutôt des organismes pour l'instant étatiques, mais Oui, tout à ça fait. va se développer. Et c'est vrai que c'est d'autant plus sécurisé qu'effectivement, c'est géré par l'État. Donc là, il y a quand même. Donc, en termes de chiffres, il faut savoir que vous n'êtes pas tout seul à avoir cette problématique. Il y a 74% des consommateurs, donc c'est une étude que choisir, qui utilisent le même mot de passe pour tous les services numériques. Donc, on comprend bien que moi, ça m'arrive souvent, hein, j'ai des amis qui se font pirater leur boîte mail. C'est vraiment parce que le mot de passe n'était pas bon, hein, n'était pas assez fort. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on a utilisé un mot de passe pour plein de services différents, le même, qui était peut-être très bien ce mot de passe au départ, sauf qu'on l'a utilisé sur une plateforme qui était pour le coup, elle, pas très sécurisée. Eux se font pirater les mots de passe et ensuite on va pouvoir aller justement utiliser, en ayant votre mail, aller sur votre boîte mail et si malheureusement vous avez utilisé le même mot de passe, bah, c'est fichu, quoi. Il est récupéré. Donc, cette idée de même mot de passe, on va le voir, c'est vraiment important que ce ne soit pas le cas. En 2017, il y a quand même 2,6 milliards de comptes qui ont été piratés. Donc, le piratage de comptes en ligne, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais quand vous recevez un mail d'un ami à vous qui vous dit j'ai un problème, je suis dans une panade vraiment très compliquée, ne m'appelle pas, envoie-moi 100 euros, c'est difficile de détecter si c'est vraiment son ami ou pas, en fait. Et ça, c'est vraiment des pièges. Si on se fait pirater sa boîte mail, moi je trouve que c'est un peu comme si on avait, je sais pas, on envoyait un courrier, qu'on faisait une fausse signature, quoi. Il y a vraiment cet aspect, on croit vraiment que c'est de la personne en face. Donc il y a vraiment beaucoup de piratages qui sont faits. Donc la question aujourd'hui à se poser, c'est est-ce que vous avez déjà peut-être eu des comptes piratés? Est-ce que vos mots de passe, vous les récupérez, enfin vous les réutilisez? Donc voilà. Alors, vous me dites, René, est-ce que France Connect, il y a le risque n'est pas le même? Alors, je pense, Pascal, que France Connect, l'intérêt, c'est que il est ultra sécurisé, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Et puis, alors moi, je me sers. En fait, vous utilisez France Connect pour vous connecter au site des impôts, au site de la Poste et au site d'Amélie, pardon, avec l'identifiant d'un de ces trois services. Ce Hmm. qui vous évite en fait de créer trois comptes. Donc moi, j'ai un compte aux impôts. Tout le monde a un compte aux impôts. Le mot de passe, il est hyper compliqué. Euh, le login est hyper compliqué aussi puisque c'est j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah Euh, oui, votre numéro fiscal, c'est ça, hein? numéro fiscal, voilà. Et en fait, je peux créer un compte Amélie. Je l'ai fait pour ma maman aussi qui n'avait pas de compte Amélie. En fait, je me connecte à France Connect, via France Connect à Amélie, en utilisant le mot de passe et le login des impôts. Donc, je me D'accord, connecte aux impôts et automatiquement, je suis connecté sur Amélie. Et il me c'est ça. reconnaît. Et
En fait, c'est vraiment ce, c'est vraiment très crypté et ça évite justement d'avoir un mot de passe supplémentaire euh, qui peut être relativement simple parce qu'en fait, à force de créer des mots de passe, plus on a de mots de passe, plus on crée des mots de passe simples et plus on utilise les mêmes. Bien sûr. Oui, et puis c'est vrai que ce mot de passe France Connect, contrairement à ce que nous dit Cathy sur un site marchand, il y a plus de risques qu'eux se fassent pirater votre mot de passe. France Connect, si France Connect est piraté, là, on est mal. Ça peut arriver, hein, mais c'est vrai que là, ça voudra dire qu'il y a vraiment plus de limites. Mais il faut le savoir, hein, tout peut être piraté, je crois, hein, Pascal, hein. Il y a pas trop de limites hein, sur le piratage. Donc, Du moment qu'on a des sous. oui, voilà, c'est ça. Et je pense que tout le monde s'est déjà fait plus ou moins pirater, mais sans vraiment s'en rendre compte. Après, il y a des choses que les pirates ont accès, mais il y a pas de monnaie d'échange, il n'y a pas de revente en fait. Euh, Alors, on a alors, des questions. Ouais, ouais, il y a ça, pas je mal suis de sûr. questions là, hein. Alors, quid des générateurs de mots de passe? Donc, je crois qu'on en parle un petit peu plus Ouais, tard dans des on va en générateurs de parler. mots de passe. René, si le mot de passe principal est piraté, le malfaisant a accès à tous les autres. Ben oui, mais s'il trouve votre mot de passe, alors je vais spoiler un peu la suite du slide de Gwendoline, mais si vous utilisez 1, 2, 3, 4 comme mot de passe partout, ben, à partir du moment où il a récupéré, ou le pirate a récupéré votre mot de passe sur un service, il va essayer de l'utiliser sur plein d'autres services. En fait, Ouais. les pirates récupèrent, enfin les robots, c'est des robots, hein, c'est des ordinateurs qui tournent en permanence, récupèrent des adresses mail, essayent des adresses mail et essayent des combinaisons de mots de passe. Et puis de temps en temps, bah, bon, il y en a deux qui matchent, et puis ça ouvre accès au service. Alors je rebondis sur le risque de se faire pirater un mot de passe sur un site marchand. Le risque de se faire pirater sur le site Amazon ou sur France Connect ou les impôts, il est beaucoup moins élevé que si vous allez sur monpetitcanard.com, qui est un site marchand en ligne d'un Je connaissais paysan. pas celui-là. C'est un paysan dans le Gers qui vend des canards. Ah bon? Ah vraiment? Ça Je sais existe, c'est pas. pas une blague. Non, non, je sais pas. Ah Non, mais d'accord. voilà, un site qui a pas pignon sur rue, un petit marchand qui a créé son site parce que tout le monde crée son site de vente, le boulanger du coin qui veut vendre ses boulangeries, qui veut faire sa pub. S'il fait un vente de site en ligne comme ça, voilà, là il a moins de moyens, donc c'est moins sécurisé que Amazon, que Cdiscount, Francité 3 n'en est pas la télé, c'est pas la peine, que les impôts, voilà, enfin voilà, que les sites de l'État. Ok, super. Bon, je vois que Cathy, effectivement, se moque de moi. Mais ça doit exister, mon petit canard, j'en suis sûre. J'avais le fils d'un copain qui avait des poules chez lui et il avait créé un site internet. Le gamin, il avait 9 ans, je crois, à l'époque, monpetitpoulailler.fr, Bon, bah voilà. pour vendre des œufs aux voisins. Oui, donc ces sites-là sont effectivement moins sécurisés parce qu'il n'y a pas toute une équipe derrière qui sécurise effectivement les données, quoi. C'est ça. Super. Merci Pascal. Donc les mots de passe les plus utilisés, donc ça Pascal, effectivement, on a un petit peu parlé, mais si vous vous retrouvez dans ces mots de passe, surtout attention, changez-les hein, très rapidement. Alors pour info, moi je sais j'utilise beaucoup les outils Google et notamment j'utilise Chrome comme navigateur et il vous fait, alors j'ai installé une petite application qui m'a proposé qui est en fait, il teste vos mots de passe, il détecte si vous avez sur plusieurs sites marchands utilisé le même mot de passe et lesquels peuvent être potentiellement avoir été piratés. Alors, je crois, de ce qu'on m'a dit, qu'en fait, il va voir sur des bases de données, il y aurait des bases de données de mots de passe piratés et il vérifie si le vôtre a été. C'est ça, hein, Pascal, hein, c'est la En fait, technique. quand les policiers interpellent les pirates, ils ont accès à Mm. leurs ordinateurs, donc ils récupèrent toutes les bases de données qu'ils ont Ah piratées, oui. toutes les infos qu'ils ont piratées, et ils mettent ça sur un site internet à disposition de tout le monde. Et on peut savoir effectivement si notre adresse mail est rentrée là-dedans et du coup a été déjà utilisée. Et effectivement aussi les mots de passe. Alors après, moi, j'éviterai de taper mon mot de passe
pour savoir s'il a déjà été rentré sur un de ces Oui, sites-là. Parce que du coup, c'est potentiellement, j'implémente la base et je donne des nouveaux mots de passe et des nouvelles idées au robot derrière. Voilà. bien sûr. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que là, pour le coup, Google vérifie en fait de son côté et c'est pas mal. Moi, ça m'a permis de changer beaucoup de mots de passe. J'avais mis beaucoup de mots de passe qui étaient les mêmes et là, je les ai changés. J'ai mis des choses extrêmement compliquées avec le générateur de mots de passe, hein. Patrick nous en parlait tout à l'heure, qui a des avantages et des inconvénients, on va le voir, mais qui, en tout cas pour moi, était quand même un outil assez intéressant parce qu'il génère des mots de passe tellement complexes. Mais par contre, ces mots de passe, ils sont stockés par Google. Donc, si mon mot de passe Google n'est pas assez fort, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, c'est le mot de passe de base hein, qui est vraiment hyper important parce qu'après, derrière, sinon, ça se répand et effectivement, les pirates ont accès à tout. Donc, sur les mots de passe les plus utilisés, on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'était dans l'ordre, hein, c'est le source Splash Data. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettent ces mots de passe-là. Votre date de naissance, ça peut être pareil, hein, c'est des données qui sont quand même assez faciles à retrouver et qui sont testées par les robots de toute façon. Alors, le dark web, hein, peut-être que tu vas en parler, Pascal. Je sais que c'est. Ouais, je voulais Oui. revenir sur les mots de passe aussi. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus sur Mhm. quel site, euh, que quand on mettait sa date de naissance, l'année de naissance, ou le jour de naissance, ou le mois de naissance, le mot de passe était refusé. Ah, Je crois que c'est d'accord, sur amélie.fr, mais je ne suis pas sûr, hein. Mais il me d'accord, semble ok. qu'en fait, voilà. Puisque souvent les gens mettent le prénom du conjoint et l'année de naissance, ben là, c'est refusé. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, vraiment, il y a un blocage finalement à ce niveau-là par le logiciel qui est une bonne chose. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, effectivement, le dark web, en fait, c'est un repère de brigands. Euh, on peut trouver plein de choses sur le dark web. On peut acheter des tueurs à gages, on peut acheter des armes, on peut acheter de la drogue, enfin, tout un tas de choses. Et notamment les données. Les données qui sont des choses qui valent de plus en plus cher, qui sont de plus en plus euh, monnayées. Alors après, en fonction de qui vous êtes, ça a plus ou moins de valeur. Mais un numéro de sécurité sociale, ça peut s'acheter pour créer des faux comptes, pour recevoir des indemnités. Les emails et les mots de passe, pareil, ça s'achète. Les permis de conduire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le permis de conduire et qui font faire des faux permis de conduire. Les numéros de carte de crédit, parce que derrière, ça peut être revendu pour acheter sur Internet un truc très, très rapidement avant que la carte soit bloquée, etc., etc., etc. Donc, tout se monnaie. Oui, c'est ça, hein. C'est que en fait, quand on nous vole nos données, on ne se rend pas forcément compte à quoi ça va servir derrière, mais en fait, c'est revendu, quoi. C'est. Ouais. Ok, très bien. Merci, Pascal. Donc pour choisir un mot de passe sécurisé, parce que c'est vrai que la plus grande problématique, c'est vous retrouver avec un nombre de mots de passe énorme. Donc on a parlé des générateurs de mots de passe. Donc le générateur de mots de passe, il va vous permettre pour tous les petits sites en ligne, donc moncanard.com, de pouvoir avoir un mot de passe sécurisé et qui soit différent à chaque fois. Donc ça peut être une solution. Je sais que j'avais déjà rencontré des informaticiens qui disaient, bon, ça peut être un peu pas idéal. Moi, je trouve que c'est quand même une solution qui fonctionne. Donc, à voir après. Mais le plus important, c'est quand même votre mot de passe de départ. Et celui-là, vous allez devoir le connaître, le retenir. Parce que, alors, on peut l'écrire effectivement sur un post-it, mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un mot de passe que vous pouviez retenir d'un moyen mémotechnique. Donc, ce qui est important, c'est qu'il soit unique. Ça, c'est vraiment important, mais nulle part ailleurs. Très long, donc voilà, une douzaine de caractères, avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Donc, on peut mettre des dièses, des dollars. Il y a vraiment plein de caractères qu'on peut mettre et ça, c'est important parce que c'est encore plus complexe pour les robots de le retrouver. Il faut que ça soit anonyme, donc pas mon prénom, ma date de naissance. Et ce qui marche très bien aujourd'hui, moi j'ai ça sur Google. Comme Google est mon mot de passe de tête, déjà il est très complexe et j'ai une double authentification. Donc si quelqu'un se connecte d'un ordinateur qui n'est pas le mien à mon compte Google,
je vais recevoir un SMS où je vais devoir cliquer en disant oui, c'est bien moi. Et si je ne clique pas, la personne ne pourra pas avoir accès. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, soit ça sera un SMS, soit ça sera quelque chose où il faut cliquer oui. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. Évidemment, les pirates, a priori, avancent en même temps que la technologie, hein. Donc, je sais que on peut aujourd'hui récupérer les SMS qui passent et ce qu'il y a dans le SMS. Alors, c'est hyper complexe. Si c'est juste pour récupérer vos photos, les pirates s'embêteront pas. Si par contre vous faites des transactions de millions de bitcoins, peut-être, mais je ne sais pas si c'est le cas des participants à cette conférence. Mais peut-être. Donc, sur les générateurs de mots de passe, il y en a un qui est très très bien fait, qui est bien sûr de la CNIL, hein. Pour le coup, c'est quand même eux qui sont spécialisés dans cet aspect vraiment d'être sécurisé. Et vous allez pouvoir mettre une phrase. Donc, c'est sur CNIL.fr. Il y a une partie générer un mot de passe solide. Et vous mettez une phrase. Donc, par exemple, moi, j'avais mis j'aime le chocolat et les croissants depuis 1940. Voilà, bon, c'est une phrase que vous retiendrez, hein, il faut, voilà. Et ça va vous créer un mot de passe qui est en fait le début de chaque mot avec la première lettre qui est une majuscule. Et puis là, comme il y a une apostrophe, il a laissé l'apostrophe, donc ça vous fait un mot de passe assez sécurisé. Et là, vous avez votre mot de passe très, très difficile à trouver et qui en plus va être facile à retenir pour vous. Donc c'est idéal. Et avant que le robot ait trouvé que c'était votre phrase, il faut quand même qu'il soit très très doux. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce site-là, sur le site de la CNIL qui est quand même la base là-dessus. Il y a bien sûr des outils de stockage de mots de passe. Alors, on parlait tout à l'heure des générateurs de mots de passe. Moi, j'avoue que j'utilise dans le navigateur Chrome le générateur de mots de passe, mais aussi ce qu'ils appellent le password manager. Donc, ça prend en fait ça stocke tous mes mots de passe, ça les enregistre à chaque fois que je crée un compte en ligne et tout ça est vraiment sécurisé parce que j'ai mon mot de passe de départ qui est très complexe. Et puis j'ai une extension dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Password Checkup et il vérifie que les mots de passe n'ont pas été piratés. Il y en a bien sûr d'autres qui sont peut-être plus sécurisé, hein, c'est vraiment, moi, c'est vrai que Google, on peut voilà, émettre quelques doutes, ou ne pas être à l'aise avec ça. Il y a souvent, par contre, attention, les outils vont être payants. Alors Google, c'est pas payant, mais la plupart des outils que moi j'avais trouvés étaient payants. Il y a Dashlane, qui est lui payant au-dessus de 50 mots de passe, donc vous avez quand même pas mal de c'est intéressant, qui est en français. LastPass, donc freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un certain point. Il veut vous générer des mots de passe aussi. Avast Password PC, alors celui-là, il est gratuit et c'est Avast, donc qu'on connaît bien et dont on a quand même assez confiance. Et il y a un petit article sur que choisir, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu. Ça change très vite, hein, donc peut-être que depuis que j'ai mis cela, ça a même évolué. Et je sais qu'il y a des applications sur les téléphones, il y a des coffres-forts. Ma belle-mère qui est comptable et qui a donc les comptes en banque de toutes ces entreprises, donc vous imaginez la responsabilité qu'elle a. Elle a un coffre-fort sur son téléphone elle paye, et c'est vraiment hyper sécurisé et c'est une structure à part. On n'est pas du tout sur Google, ce genre de choses. Là, c'est vraiment à part. Donc, il y a des outils qui existent. C'est vraiment important, quand on parle de stockage, ce dont vous a parlé Pascal juste avant, de se dire que les mots de passe, c'est clé, vraiment, comme son nom l'indique. C'est une clé et c'est clé pour vous d'avoir un mot de passe qui soit très, très complexe. Sinon, tout ce qu'on fait n'a plus trop d'intérêt et vos données peuvent être piratées. L'héritage numérique, c'est la dernière chose et Pascal en a un petit peu parlé tout à l'heure, cette idée qu'en fait, s'il nous arrive quelque chose, alors ça peut être au moment de son décès, mais ça peut être aussi on est hospitalisé, on n'est pas en capacité, de pouvoir, s'exprimer et donner son mot de passe et ben, on se retrouve dans des situations très compliquées où vous avez tous vos documents qui sont stockés sur votre ordinateur et les enfants et petits-enfants sont incapables de, rentrer dans votre ordinateur parce que, bah, vous avez très bien fait le job, c'est hyper sécurisé. Donc, il y a des structures qui existent, qui vont avoir les coordonnées de vos bénéficiaires et qui vont pouvoir, au moment
si vous arrive quelque chose, décès, problématique, de santé, pouvoir contacter la structure et avoir accès. Alors ça peut être à certains documents très importants qu'il faut avoir, vraiment, rapidement et puis à vos mots de passe. Donc il y a une structure qui s'appelle Memo Cloud, donc ça j'avais trouvé c'était 40 € par an. C'est assez cher, hein, il faut le savoir et grantwill.com. Donc à chaque fois, c'est payant. On est, à peu près sur 400 € si c'est un prix fixe et sinon la Memo Cloud, c'est tous les ans donc ça peut revenir quand même assez cher. Mais c'est quand même important d'en parler avec ses enfants. Je sais que c'est des sujets qui sont pas évidents, mais d'en parler ou de, pouvoir, communiquer, ces mots de passe, à ses ayants droit parce que ça peut être une problématique assez importante. Donc au niveau des sources et références, on a effectivement le site Que choisir, hein, qui donne pas mal d'infos, aussi économique.gouv avec créer un mot de passe sécurisé. Les sites de l'État en général sont quand même, essayent vraiment parce qu'ils ont aussi des problématiques, hein, l'État, sur ce sujet, donc essayent vraiment, de mettre tout ça en place et puis, j'avais trouvé aussi un petit site pour classer ses documents sur son ordinateur. Voilà sur cette conférence, j'espère que ça vous a plu. Pascal, est-ce que tu avais des choses à rajouter ou c'est tout bon pour toi? Ça te semblait clair cette affaire de mot de passe? Non, non, moi, ça me va. Super. Donc je vous invite comme toujours à répondre au questionnaire satisfaction. Donc c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur «Cliquez ici». Donc je sais que pour certains, ça peut paraître un petit peu redondant quand vous êtes, régulièrement avec nous sur les conférences, mais ça nous permet, c'est indispensable pour nos financeurs, pour savoir, si les conférences vous conviennent et puis n'hésitez pas à nous donner des idées aussi de thématiques qui vous intéressent, parce que nous, ça nous permet aussi de créer de nouvelles thématiques et de réfléchir aux prochaines conférences qu'on pourra vous proposer. La prochaine visioconférence, on se retrouve lundi prochain à 10h30 et là, on va être en compagnie d'une ergothérapeute qui va nous expliquer un petit peu comment adapter son logement. Donc, on va parler d'aide technique, donc tous les petits outils pour mieux vivre chez soi en toute sécurité et puis aussi des travaux qu'on peut engager pour adapter son logement. Vous vous inscrivez comme toujours gratuitement sur movadom.eventbrite.com et vous pouvez bien sûr inviter vos proches, vos amis, toute personne qui vous semblerait intéressée à cette visioconférence. On s'inscrit comme toujours sur movadom.eventbrite.com et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer votre mail sur contact@movadom.com. Et on remercie bien sûr nos financeurs, le département de l'Essonne et la CNSA pour leur soutien.